Bonjour, le 5 novembre 2020 sera une date importante dans l'histoire du réseau Sequoia, puisque nous avons lancé ce 5 novembre 2020 notre projet sociétal qui vise à rajeunir le regard social sur les aînés, et nous avons lancé en même temps la campagne de crowdfunding de financement participatif qui va nous permettre de nous donner les moyens à nos ambitions. Alors, dans cette vidéo, vous aurez l'occasion de revoir ou de voir cette vidéoconférence organisée le 5 novembre à 18 h, au cours de laquelle Christian et moi-même avons expliqué le projet sociétal et la campagne de financement. Mais nous avons surtout accueilli Stéphane Adam. Stéphane Adam est professeur à l'ULiège et spécialiste du vieillissement et entre autres de l'agisme. Et donc nous avons eu le plaisir d'écouter Stéphane pendant au moins 40 minutes. Et au terme de cette vidéo, vous comprendrez que l'agisme est bien présent dans notre société et que la tâche qui nous attend est particulièrement ardue et étendue. Voilà, je vous souhaite une bonne visio-conférence en différé et une très bonne journée. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez bien et j'espère que la connexion, puisque à la maison c'est parfois un peu chaotique, va marcher. Et donc je vais effectivement essayer de parler succinctement des choses, et sachant que je le fais a cappella, puisque j'ai plutôt l'habitude en général de me reposer sur un PowerPoint, mais que ici je vais plutôt le faire en mode interactif, c'est-à-dire que si vous avez d'ailleurs des questions, des états d'âme ou des réactions ou quoi que ce soit, simplement vous intervenez directement. J'ai un appel en parallèle, donc j'espère que ça me dévoile. Et donc n'hésitez pas à poser les questions en direct, vraiment être dans l'interactif. Donc, de manière générale, quand je commence des interventions, des conférences ou autres, j'ai pour habitude, comme Pierre le sait, Christian aussi d'ailleurs, je ne sais pas si d'autres m'avaient déjà entendu par le passé, mais à commencer par un examen. Et donc, je pose différentes questions. Et donc, les 2 premières heures de cours que je donne à l'université, que ce soit en médecine, à des futurs directeurs de maisons de repos ou à des psychologues, c'est de commencer par 2 heures d'examen. Donc, je vous épargne les 2 heures, mais je vais quand même juste poser 2 questions. La première question, c'est en Belgique, parmi toutes les personnes qui ont plus de 65 ans, c'est quel pourcentage de ces personnes qui souffrent de dépression? Donc, parmi tous les gens qui ont 65 ans et plus, le pourcentage des personnes qui souffrent de dépression, donc pensez la réponse que vous donneriez à cette question. Et la deuxième question, c'est le pourcentage des personnes qui ont plus de 65 ans et qui déclarent se sentir souvent seules, et donc souffrir d'un sentiment de solitude. Alors naturellement, ces 2 thématiques, dépression et solitude, dont on a beaucoup parlé dans le cadre de la crise Covid, et tout particulièrement pour les personnes âgées vivant en maison de retraite qui se retrouvent enfermées, confinées dans leur chambre parfois, et coupées de toute visite de proches et autres. Et donc, je reviendrai sur ces questions, mais la manière dont j'essaie de présenter les travaux que nous faisons, c'est qu'on s'interroge sur comment voyons-nous le vieillissement et comment vous voyez vous-même le vieillissement. Est-ce que quand on est face à une personne âgée, on est plutôt enclin à avoir sagesse, expérience, ou est-ce qu'on est plutôt enclin à avoir détresse, maladie, perte et autres? Et selon qu'on voit le vieillissement plutôt positivement, plutôt négativement, face à la même personne qu'on a âgée debout devant soi, on ne voit plus la même chose, on va être aveugle d'une bonne partie de la réalité de cette personne. Mes attitudes par rapport à cette personne vont changer en conséquence, et on montre que la façon dont la personne va vieillir, que ce soit en termes de santé physique et mentale, va être entachée par ça. Et donc la question qui est posée, c'est comment voyons-nous le vieillissement dans nos sociétés actuellement, et globalement, de façon très générale, quelles que soient d'ailleurs les générations, la vision qu'on a du vieillissement dans nos sociétés actuelles est plutôt éminemment négative. On est dans une société qui est agiste. L'agisme est un terme qui a été développé en 1967 par Butler et qui renvoie au fait que tout ce qui est associé de près ou de loin à la personne d'âge plus avancé va être traité, connoté et abordé de façon négative. Il y a une étude qui est d'ailleurs assez interpellante, c'est une étude qui a été faite au Canada anglophone, qui consistait à dévaliser toutes les librairies et d'acheter toutes les cartes d'anniversaire qu'il y avait dans un rayon de 10 km autour de l'université. Et le chercheur, comme quoi les chercheurs n'ont vraiment que ça affiche, s'est amusé à analyser les contenus des cartes d'anniversaire. Mais il a trié les cartes selon qu'on fête moins de 40 ans ou plus de 40 ans. Alors quand la carte d'anniversaire concerne une personne qui a moins de 40 ans, le contenu, ça va être montée en puissance, prise de maturité, wow, c'est cool, on vieillit. Passé l'âge de 40 ans, moi-même, j'avais photographié des cartes d'anniversaire pour
me dire est-ce que vraiment c'est ça qu'on voit dans les cartes d'anniversaire. Et effectivement, en tirant au hasard, je vois une carte d'anniversaire, c'était les 7 nains de la vieillesse avec dormeur, plissé, loucheur, pépé, croulant, couche, odorant. Waouh, ça donne vachement envie de vieillir. Et donc cette étude a montré qu'avant l'âge de 40 ans, 80% des cartes d'anniversaire ont une connotation positive. Passé l'âge de 40 ans, 67% des cartes d'anniversaire ont une connotation négative. Alors on pourrait se dire, waouh, c'est pas bien méchant, c'est un peu humoristique, oui, mais c'est quand même interpellant, parce que quand on regarde ça dans le domaine qui m'occupe plus particulièrement, qui est le domaine du soin, on estime que 60% des cancers sont des personnes qui ont plus de 65 ans. Donc un des facteurs de risque en termes médicaux de façon générale, c'est l'âge. Et pour le cancer, c'est vrai, la majorité des gens concernés par un cancer, 70% sont des personnes qu'on peut qualifier entre guillemets de plus âgées, c'est-à-dire les 65 ans et plus. Pourtant, quand on regarde en parallèle quel est le pourcentage, quand on fait des études scientifiques ou des essais cliniques, qu'on teste des nouvelles thérapies, quel est le pourcentage et la représentativité des personnes âgées, eh bien, on va montrer que à peine 20% des essais cliniques ou des études scientifiques concernent des personnes de plus de 70 ans. Et donc, on a un paradoxe. La majorité des gens concernés par un cancer sont des personnes qu'on peut qualifier de plus âgées. La minorité des essais cliniques ou des études scientifiques concernent cette population. Et quand on prend le domaine de la formation et qu'on pose des questions à tous les corps de métier associés aux soins, le médecin, spécialiste ou généraliste, ou les paramédicaux, infirmiers et infirmières, c'est une étude à laquelle j'avais participé quand j'étais à Montréal. 2 questions avaient été posées. Première question, quel est le pourcentage des patients que vous suivez qui ont plus de 65 ans? Il faut savoir que pour un médecin généraliste, ça correspond à plus de 50% de sa patientèle. Si on travaille comme oncologue, le cancer, je vous l'ai dit, c'est 70%. Si vous travaillez en maison de retraite, c'est 100%. Donc, la majorité des gens que je vais soigner sont des personnes plus âgées. Deuxième question, c'est quel est le pourcentage d'heures de formation dans le cursus de base qui concerne la personne plus âgée? C'est au mieux 10%, au pire 0%. Ça veut dire que je vais soigner des gens pour lesquels j'ai peu, voire pas de qualification. Si je suis directeur de maison de retraite et qu'on demande à un directeur quel est votre projet que vous portez, ils vont dire le but de notre structure, c'est de garantir la qualité de vie de nos résidents plus âgés. Pourtant, 1/3 de la formation d'un directeur, c'est apprendre à gérer financièrement une structure. 1/3 de la formation, c'est apprendre à connaître les normes et la législation. Et 1/3, c'est apprendre à gérer les ressources humaines. Jamais une direction ou aucun professionnel du secteur n'a eu une formation sur qu'est-ce que la qualité de vie d'une personne plus âgée, qui plus est si elle souffre d'une maladie telle que la maladie d'Alzheimer, et quels sont les facteurs qui sont plutôt prédisposants à une meilleure qualité de vie pour ces personnes. Comment puis-je porter un projet institutionnel orienté vers un public cible dont je n'ai pas de connaissance? Si vous devez être directeur d'une maison pour personnes porteuses de trisomie 21, comment pouvez-vous initier un projet éclairé et concordant face à un public dont vous n'auriez aucune connaissance, hormis le film Le 8e jour ou un voisin dont le cousin a un tonton qui est trisomique, d'accord? Et donc, ça veut dire qu'on va faire quelque chose avec plein de bonne volonté, mais ce quelque chose plein de bonne volonté est construit sur plutôt nos croyances qu'on a par rapport au public, plus que sur une réelle connaissance factuelle de qui est le public. Or, donc, ce qu'on interroge, c'est comment voyons-nous le vieillissement? Et on montre, quand on demande quels sont les 5 premiers mots qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à une personne plus âgée, naturellement, sagesse et expérience vont venir, mais c'est plutôt ponctuel et en queue de peloton, mais en tête de course, c'est maladie, déclin, détresse, etc. Et donc, la majorité des mots qui vont être produits vont être des mots qui ont une connotation fortement négative. Et donc, c'est ça l'agisme. Et on montre d'ailleurs qu'il y a 2 formes d'agisme. Il y a ce qu'on appelle l'agisme malveillant, hostile, donc qui consiste à nier la personne âgée, à ne pas la voir et surtout à la mettre dans des camps en fait où elles ne nous dérangeront pas trop. Et puis il y a une version bienveillante qui est tout aussi négative, c'est le syndrome Mère Teresa qui est viens là mon petit vieux que je vais t'aider et faire attention à toi. Et donc l'intention est louable et positive, mais elle est construite sur une image négative du vieillissement, c'est que les personnes âgées ont besoin d'aide et sont en situation de dépendance. La crise a particulièrement accentué cette forme paternaliste bienveillante de l'agisme, puisque on dit, mon Dieu, tous ces dieux qu'il faut protéger, et on voit dans la communication médiatique et politique qui est qu'il faut confiner les personnes de plus de 65 ans pour les protéger, pour ne pas qu'elles se chopent le virus, alors qu'elles savent se protéger elles-mêmes et qu'elles savent prendre les mesures pour être dans des conditions hygiéniques et sanitaires qui sont plutôt positives pour elles. Et donc on voit cette forme de paternalisme qui est à peu près ce
qu'on pourrait dire comme le jour où quelqu'un se lèvera dans le bus pour vous laisser vous asseoir, c'est super, c'est du civisme, mais ce jour-là, vous allez vous ramasser un sacré coup de vieux dans la tronche. Et donc l'intention est positive, elle est plein de bonnes intentions, mais le ressenti pour la personne qui en est, entre guillemets, victime, est naturellement possiblement quelque chose d'extrêmement négatif. Et donc on voit que dans cette forme de paternalisme, on va avoir des comportements qui vont être des comportements d'aide qui sont souvent excessives et limite un petit peu infantilisantes, comme on le voit dans la crise sanitaire. Et ce qu'on montre pourtant, c'est que cette aide que l'on va recevoir va générer quoi? La dépendance de la personne âgée. Une étude qui a été faite sur 55 000 personnes sur 14 pays de la communauté, et surtout le sexe des enfants que vous avez, selon que c'est plutôt une fille, un garçon, deux filles, deux garçons, trois filles, trois garçons, prédit comment votre mémoire décline quand vous devenez plus âgé. Et donc la question, c'est est-il mieux pour sa mémoire plus tard d'avoir des filles ou des garçons? Et là, je vois certains qui se tracassent beaucoup en se disant, je sais pas, mais c'est quand même tracassant. Et donc l'étude montre que plus on a de filles, plus sa mémoire décline en vieillissant. Alors c'est un petit peu interpellant naturellement. Donc la question étant, comment se fait-il qu'avoir des filles me fait décliner plus au niveau de ma mémoire? Eh bien parce que les filles viennent chercher le linge sale des parents alors que les garçons viennent apporter leur slip sale aux parents. C'est une façon caricaturale de dépeindre le résultat. C'est que plus j'ai de filles, plus je vais recevoir d'aide de mes enfants. D'accord? Parce que dans des sociétés sexistes comme la Belgique, la fille va jouer à poupée Barbie infirmière et le garçon va jouer à G.I. Joe combattant. On programme les filles par notre éducation sexiste à développer chez elles le syndrome Mère Teresa et à être maternante et aidante. Et c'est comme ça qu'on a après des professions où il y a 90% d'infirmières et 10% d'infirmiers, et 80% de psychologues femmes et 20% de psychologues hommes. C'est vraiment dans ce cadre d'éducation sexiste. Et on va montrer que plus on devient âgé et plus j'ai de filles, plus je vais recevoir d'aide informelle, c'est-à-dire plus je vais avoir mes enfants qui vont venir m'aider. Et plus je reçois d'aide, eh bien plus je deviens possiblement dépendant. Et ça a été montré aussi dans des études expérimentales. On apprend à des personnes âgées de 78 ans en moyenne à résoudre des casse-têtes type puzzle. La seule chose qui va changer, c'est qu'elles vont toutes s'entraîner 4 fois 20 minutes, mais les conditions d'entraînement vont changer. Pour un tiers des participants, ils s'entraînent 4 fois 20 minutes seuls dans une pièce. Pour un tiers d'autres participants, ils vont s'entraîner dans une pièce avec quelqu'un qui est présent dans la pièce, mais qui n'a pour seule et unique instruction que d'encourager verbalement la personne âgée. Super, c'est bien, continuez comme ça. Et dans le troisième cas, les personnes âgées vont s'entraîner 4 fois 20 minutes avec quelqu'un présent dans la pièce, mais qui est cette fois-ci autorisé à aider la personne âgée. Soit parce que la personne âgée sollicite son aide, soit parce que le membre là, la personne présente trouve que la personne âgée rame un peu et qu'un petit coup de pouce serait opportun. Qu'est-ce qu'ils vont voir? C'est que ceux qui se sont entraînés seuls s'améliorent pas du tout. Avant-après entraînement, ils ont le même niveau de performance. Donc il n'y a pas d'amélioration de la performance. Ceux qu'on a encouragés sont meilleurs. Ils vont faire plus de pièces et ils vont aller plus vite après entraînement qu'ils ne l'étaient avant entraînement. Ceux qu'on a aidés se détériorent. Et pas un petit peu. Énormément. Ça veut dire qu'on n'aurait rien fait avec eux, c'eût été mieux que de le faire en les aidant. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez extrêmement important. Alors, on peut se dire, comment se fait-il qu'ils se détériorent? Eh bien, quand on interroge les personnes après entraînement et qu'on leur demande comment vous sentez-vous confiant en vous quand vous faites ce type de puzzle, ceux qu'on a aidés se sentent moins confiants en nous. Comment trouvez-vous la tâche? Facile ou difficile? Ceux qu'on a aidés trouvent la tâche vachement plus difficile. Plus j'aide une personne âgée, moins elle a confiance en elle, moins elle se sent efficace, plus elle trouve la tâche difficile, moins elle fait d'efforts, donc sa performance baisse. Et d'autres études vont montrer que plus j'aide une personne âgée, plus elle appelle à l'aide. Et donc on voit le cercle vicieux qui s'installe. J'aide, elle appelle à l'aide, elle est moins bonne, elle appelle plus à l'aide, je vais l'aider plus, elle est donc moins bonne, et ainsi de suite. Et on a un cercle vicieux qu'il faut absolument pouvoir casser. Et ça, c'est vraiment l'objet de nos travaux, entre autres par rapport à la question des attitudes de soins. Et donc, si on revient sur vos deux questions d'examen, quel est le pourcentage des personnes de plus de 65 ans qui seraient dépressives? Alors, je vois que ma batterie va... Je vais prendre un câble. Donc, la population générale pense que c'est en général à peu près 30% des personnes âgées qui seraient dépressives. Les soignants, ils pensent que c'est 50% des personnes âgées qui seraient dépressives, alors que dans les faits, c'est à peine 11%.
Alors, je ne sais pas ce que vous avez dit comme chiffre à cette question, mais en général, il y a très peu de gens qui donnent la bonne réponse ou qui donnent une réponse plus favorable à la personne âgée. Ça veut dire que si je vois dans le vieillissement dépression, eh bien, ce qu'on montre, c'est qu'un médecin va être enclin à prescrire un peu trop facilement des antidépresseurs à une personne âgée parce qu'il suffit qu'elle dise qu'elle se sent un peu fatiguée et triste pour que le médecin dise donc dépression, donc prescription d'un antidépresseur. Alors que les études vont montrer que il y a 2 fois plus de dépression chez les jeunes qu'il y en a chez les personnes plus âgées. Quand on voit les conséquences de la crise Covid, une enquête a été faite en Belgique, la population qui a le plus eu un impact en termes de bien-être psychologique, ce sont les 25-45 ans. Les 65 du point de vue psychologique par la crise sanitaire. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont vécu facilement, mais ça a été moins fort que les populations plus jeunes. Les études vont montrer que le bonheur ne diminue pas avec l'âge, il augmente avec l'âge. Et quand on prend les courbes du bonheur, c'est une étude qui a été publiée en 2018, c'est un smiley. Les jeunes sont là, et puis le bonheur diminue, et on est dans le creux de la vague à 45 ans, et puis il augmente par la suite. Et c'est ce qu'on appelle dans la littérature le paradoxe du bien-être, qui est mais comment font les personnes âgées pour rester si heureuses malgré les pertes, le perte du statut d'actif à inactif, comme l'évoquait Christian, mais ça peut être aussi les capacités physiques qui peuvent diminuer, parfois aussi les capacités mentales pour soi son proche, les deuils, encore une connaissance, un ami. Donc objectivement, il y a beaucoup de pertes chez la personne âgée, et pourtant, pour autant, elles encaissent très bien ces pertes et les digèrent suffisamment que pour que leur bonheur ne diminue pas, voire même augmente avec l'âge. La question étant dans la littérature, c'est comment font les personnes âgées pour rester si heureuses? Eh bien, il y a plusieurs études qui ont été réalisées. Il y en a une qui est assez intéressante. C'est une étude où on place des personnes dans un scanner, dans une IRM fonctionnelle, et on voit l'activité cérébrale en continu. Et ils ont regardé 2 zones du cerveau, ce sont les amygdales. Les amygdales sont les zones de l'émotion. D'accord? Et là, les amygdales sont tout le temps actives, et puis de temps en temps, elles se suractivent. Ça veut dire qu'elle s'allume, l'amygdale s'allume, ça veut dire que je ressens une émotion, ou elle s'éteint, ça veut dire que je ne ressens rien. D'accord? Et on va voir comment l'amygdale s'allume et s'éteint en fonction de quoi? D'une image ou d'une photo qui va être présentée dans le scanner et qui peut être une image neutre, une photo d'un ciel tout à fait anodin. Ça peut être une image qui génère une émotion positive, par exemple l'image d'un labrador parce que vous êtes passionné par les chiens, ou une image qui génère une émotion négative, ça sera une photo de Trump par exemple au hasard. Et si ça ne génère pas une émotion négative chez vous, je vous invite à couper la connexion. Non, je rigole, mais bon. Donc, on va voir comment l'amygdale s'allume et s'éteint en fonction de l'image qui est présentée pendant que vous êtes dans le scanner. Chez les jeunes, quand l'image est neutre, l'amygdale s'éteint un petit peu. Je ne ressens rien. Quand l'image est positive, elle s'allume un chouïa. Je ressens une petite émotion. Et quand l'image est négative, elle s'allume beaucoup. Je ressens une grosse émotion. Donc, un jeune, il va surtout réagir à l'image négative. Ça veut dire, en gros, un jeune n'a que 10% de négatif dans sa vie, un bouton purulent sur le nez, mais il est gros. Mais il est tellement en train de le regarder et de le ruminer que subjectivement, ça génère 60% d'émotions négatives. Chez la personne âgée, quand l'image est neutre, l'amygdale s'éteint. Je ne ressens rien. Quand l'image est positive, l'amygdale s'allume beaucoup. Je ressens une grosse émotion. Et quand l'image est négative, eh bien, l'amygdale s'éteint complètement. Et ça, c'est la réaction instinctive, immédiate à la présentation des images pendant que vous êtes dans le scanner. Ça veut dire qu'une personne âgée n'a que 30% de positif, mais elle est tellement en train de s'en gargariser et de le voir que subjectivement, ça génère 80% de positif. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles le bonheur ne diminue pas avec l'âge, mais qu'il augmente avec l'âge. C'est-à-dire que la personne âgée, instinctivement, s'applique un peu le principe du cueil des aujourd'hui les roses de la vie, profite de l'instant présent, voit le positif là où il est. Et ça a été inspirant, puisque c'est des études qui ont permis de comprendre comment pouvoir améliorer les affects dépressifs chez des personnes plus jeunes. Et il y a 2 thérapies qui ont été développées et qui s'inspirent, ou qui sont en tout cas fort liées à ce que je viens de décrire. C'est la psychologie positive, qui consiste à orienter les ressources d'une personne dépressive et à l'inviter à noter dans un carnet tous les petits détails positifs de sa vie de tous les jours pour subitement qu'il fasse plus le focus sur les éléments positifs. Et l'autre élément, c'est la pleine conscience, c'est-à-dire d'être dans l'ici et l'instant. C'est une technique de méditation qui consiste à vraiment se placer dans l'ici et l'instant. Et de ne pas être dans le futur, avec l'incertitude de notre futur, etc. Pour vous donner une idée, pour vous faire comprendre, vous avez des enfants ou des petits-enfants, vous allez leur offrir prochainement
c'est le 6 décembre, Saint-Nicolas, les cadeaux, ils vont jouer avec leurs cadeaux et après une demi-heure, ils vont lever la tête en disant « Et qu'est-ce que je vais recevoir à Noël ?» On dit « Écoute, voilà, profite déjà de ce que tu as là, quoi. Hein. » L'enfant n'est pas dans l'ici à l'instant. Ou vous avez peut-être, vous, connu ou connaissez encore, vous partez en vacances 2 semaines, il reste 3 jours et vous dites « Ah, c'est déjà fini. » Mais il reste encore 3 jours. Donc, je ne suis pas en train de profiter pleinement de ce que j'ai là maintenant. Je suis déjà en train de voir le futur en disant, mais mes vacances sont terminées et je vais attendre un an avant les prochaines. Et donc, les personnes âgées, instinctivement, sans s'en rendre compte, sont plutôt dans l'ici et l'instant et dans voir le positif là où il est, ce qui fait que c'est pour ça que la majorité d'entre elles vieillissent. Capacité de ce qu'on appelle la régulation émotionnelle. Deux questions d'examen. Quel est le pourcentage des personnes de 65 ans et plus qui déclarent se sentir souvent seules? La population générale pense que c'est 50% des personnes. Les soignants, ils pensent que c'est 70% des personnes. Je vous jure qu'ils font vachement plus. Alors que dans les faits, c'est 9%. Qui a dit 9% ou moins de 9%? En général, très peu d'entre vous avaient pensé à un chiffre aussi en faveur de la personne âgée. Ça veut dire de nouveau que nous avons une tendance à être aveugles et à avoir plus de solitude chez la personne âgée qu'il n'en est réellement. Et c'est parce qu'il faut dissocier dans le vieillissement ce qui est d'une part la baisse du réseau social, qu'on va qualifier parfois d'isolement social, du sentiment ressenti de solitude. Donc on va montrer dans les études qu'avec l'âge, la taille du réseau social diminue. Donc j'ai de moins en moins de relations et de contacts sociaux. Par contre, avec l'âge, la force du lien social augmente. Donc, en gros, une personne âgée, elle n'en a rien à fiche de rencontrer des nouvelles personnes et de faire des nouvelles connaissances. Elle a envie d'être entourée des gens qu'elle aime. Ça veut dire qu'on peut avoir 500 amis sur Facebook en étant jeune et se sentir vachement seul. Parce que les rapports que j'ai sont des rapports superficiels et de faible intensité. Un voisin de 80 ans peut avoir 3 visites par semaine et quelques coups de téléphone. Moi, mon regard de jeune me ferait dire, mon Dieu, que je me sentirais seul à sa place. Mais cette personne se sent entourée parce que c'est des rapports de proximité, c'est les gens qu'elle aime et qui lui sont proches. Ça veut dire qu'avec l'âge, c'est pas la quantité des relations qui compte, mais la qualité des relations. Et ça, c'est un grand paradoxe parce qu'on va souvent décider de passer d'une transition de la maison d'une personne âgée vers l'institution. Et un des arguments qui va parfois être utilisé, c'est « mais chez elle, elle est seule et elle a peu de relations ». Et pour limiter son isolement social, on va la prendre de chez elle où elle est seule pour la mettre dans une structure où elle va être entourée de 100 autres résidents de son âge. Pourtant, quand on demande quels sont les 5 premiers mots qui viennent à l'esprit lorsque vous pensez à une maison de repos, mouroir naturellement est en pole position et solitude fait partie des 5 mots qui viennent à l'esprit quand on pense à une maison de retraite. Et donc il y a un grand paradoxe, c'est qu'on justifie le fait du déplacement de la personne de chez elle vers une maison pour qu'elle ne soit plus seule et qu'elle ne se sente donc plus seule, et pourtant ces structures transpirent entre guillemets la solitude. Pourquoi? Parce que quand on interroge la personne et qu'on dit mais vous êtes entouré de plein de gens, comment se fait-il que vous vous sentez seul? Parce que je ne vois pas les gens que j'aime, c'est-à-dire mes proches, ma famille, etc. Et donc, vous voyez un peu ici, dans ces quelques exemples, l'écart qu'il y a entre ce que l'on croit qu'est le vieillissement, ce qu'est la réalité du vieillissement et comment ça influence nos attitudes. Je dis chaque fois, un architecte, quand j'avais été au MIPIM, c'est le grand salon de l'immobilier à Cannes qui a lieu chaque année, quand on demande à des architectes quels sont les 5 premiers mots qui viennent à l'esprit quand vous pensez à une personne âgée, ils vont aussi dire déclin, maladie, stress, solitude. Quand il fait un projet architectural orienté vers un public des personnes âgées, il fait donc un hôpital. Comme les maisons de retraite ressemblent, architecturalement même parlant, à un hôpital. Et les travaux, pas uniquement mes travaux, mais des travaux à l'international montrent que plus une structure ressemble à un hôpital, moins bien les gens se portent à l'intérieur. Et donc, il y a vraiment toute cette question de pouvoir avoir une meilleure connaissance du vieillissement, une connaissance plus éclairée, plus scientifique, qui doit d'ailleurs intégrer la formation tout particulièrement des soignants, quelle que soit leur obédience et leur corps de métier, paramédicaux, médecins généralistes et spécialistes, et que ça générait des attitudes qui sont mieux et pas sur ce que je crois qu'est le vieillissement, mais sur ce que réellement est le vieillissement. Et je termine avec un dernier exemple. On dit que si vous avez entre 75 et 85 ans, 50% des personnes entre 75 et 85 ans vont avoir des problèmes auditifs
qui touche la gamme d'ondes qui me permet de comprendre la parole d'autrui. Donc ça veut dire que 50%, une personne âgée sur deux de 75 à 85 ans va avoir du mal à entendre ce que l'on dit. Pourtant, 100% des personnes vont parler plus fort, plus lentement, utiliser un vocabulaire plus ferme avec les personnes âgées. En faisant ça, ils font ce qu'on appelle le elder speak en anglais, c'est-à-dire le parler petit vieux. D'accord? Et la littérature montre que plus je parle petit vieux avec une personne âgée, moins bien la personne parle. Elle va me demander de répéter, non pas parce qu'elle n'a pas compris, mais comme je lui parle petit vieux, elle se sent diminuée, son estime de soi baisse, elle a moins confiance en elle, elle va me demander de répéter pour vérifier si j'ai bien compris, si elle a bien compris. Sauf que si elle me demande de répéter, je dis décidément il est sourd comme un pot et je vais encore plus parler. 100%, avec 100% des personnes âgées, je parle petit vieux. Je vais avoir un discours qui va être utile et aidant pour 50% d'entre elles qui ont des problèmes auditifs. Mais par contre, je vais apporter une aide inutile à 50% des autres personnes et ça va développer leur trouble du langage. Et toute la et mon fonctionnement d'appliquer ce mode de parler petit vieux, c'est parce que je crois qu'une personne âgée ne comprend pas et a donc du mal à comprendre la parole. Ce que l'on doit faire, c'est parler normalement avec toutes les personnes âgées, constater que 50% d'entre elles me demandent de répéter, et sur ce constat objectif, adapter mon discours en conséquence. Ça veut dire que mon attitude n'est plus basée sur ce que je crois qu'est le vieillissement, et que j'applique à toutes les personnes âgées, mais elle est basée sur ce que je constate, et je limite mon aide à celles donc qui ont vraiment besoin de cette aide, et ça me permet de ne pas développer les troubles du langage chez les 50% des autres qui n'ont pas besoin de cette aide. Et dans cet exemple que je donne, c'est tout l'enjeu de l'accompagnement du vieillissement dans nos sociétés, et tout particulièrement entre autres dans les maisons de retraite, c'est de mettre l'aide à la hauteur stricte et unique de ce qui est nécessaire sur base d'un constat objectif et non plus de croyances ou de représentations négatives. Voilà ce que je voulais vous dire en l'état, sans être trop bavard. C'était un tout grand merci. Je vais peut-être rétablir les micros, c'est plus facile si voilà, vous voulez poser une question. Alors j'ai appuyé. Alors, je vais le faire individuellement, peut-être. Je vais le faire individuellement. Voilà. Pendant que je rétablis les micros, Stéphane, un tout grand merci à nouveau. Toujours extrêmement intéressant de t'écouter. Et c'est vrai que, voilà, enfin, je ne vais pas faire un résumé de ton intervention, mais l'agisme, c'est aussi parfois, malheureusement, la conséquence d'une intention qui est positive. Et tu insistes beaucoup sur ce sujet-là. Et effectivement, le ressenti auprès des personnes qui sont victimes de cet agisme positif est évidemment négatif. Mais ce qui est toujours impressionnant quand on t'écoute, c'est, je pense, au personnel de soins qui est un peu plus dans l'agisme pour les raisons que tu as expliquées. Et en tout cas, attendez, excusez-moi, je regarde au niveau des micros, ça se rétablit, oui? Je crois que vous savez voilà. Et alors, pour terminer, bien, écoute, ton exposé, je crois, c'est un très beau résumé de la situation et surtout de l'étendue de la mission qui nous attend dans le projet que l'on lance. Donc, il y a énormément de travail et je vais en parler juste après. Mais tout d'abord, je vais laisser la parole à nos participants. Si vous avez une question à poser à Stéphane. Allô? Allô? J'ai une question. Moi, je n'ai pas de questions. Vous m'entendez là? Oui. Non, j'étais passionnée par votre exposé qui effectivement remet en question beaucoup de choses. Je suis médecin généraliste retraité actuellement dans le conseil d'administration. Il y a des effets Larsen là. Dans le conseil d'administration d'établissement professionnel. Donc ma question, ce serait, est-ce que vous avez des écrits que je pourrais diffuser? J'ai vu que vous aviez des YouTube, vous aviez des vidéos sur YouTube. J'aimerais savoir ce que vous avez écrit.
Donc normalement, mais le problème c'est que j'ai une panne de site internet que je dois résoudre là, qui est une panne depuis 2 jours. Mais il y a des publications qui sont téléchargeables gratuitement. Alors parfois c'est des études un peu scientifiques, donc en anglais et pas toujours, et dans des codes et des écrits parfois un peu techniques. Mais il y a une publication francophone qu'on a faite dans une revue de gériatrie française qui est accessible normalement sur ma page internet. Donc, si vous voyez mon nom et que vous allez sur internet Université de Liège, Adam Stéphane, vous tomberez sur mon CV de publication. Et donc, c'est une publication de 2017 dans une revue francophone dont le titre c'est Vieillir en bonne santé dans nos sociétés actuelles et qui se veut comme un article de synthèse de nos travaux, enfin des travaux qu'on a fait jusqu'en 2017 et qui synthétise assez bien un certain nombre d'enjeux que j'ai communiqués ici et qui, lui, cet article-là est sauvé. Qui est un bouquin de vulgarisation pour interroger le système des maisons de repos et le modèle hôpital des EHPAD en France, des maisons de repos en Belgique. Et mais lui, il sera finalisé pour l'année prochaine, donc c'est pas encore accessible pour le moment, quoi. Merci. Donc, voilà. Merci aussi. D'autres questions? Ah, peut-être Henri, oui. Je vais rétablir les micros pour tout le monde. Je crois que tu sais le rétablir manuellement, Henri. Alors, attends, je vais le faire moi-même. Voilà. Il suffit qu'Henri pointe son micro, il va s'ouvrir. Hein. Je pense que c'est la même formule. Oui, oui. Tu cliques sur ton micro, Henri, et automatiquement, tu vas pouvoir prendre la parole. Sinon, ça n'ira pas. Le micro qui se trouve en bas. Tu vas couper le son, puis arrêter la vidéo. Tu dois cliquer sur couper le son pour le rétablir. Pas, tu sais le système. Il faut aller en bas et avoir la petite. Oui, mais il faut le faire soi-même, sinon ça marche pas. Oui, mais j'ai essayé la fois. Le micro, ça fonctionne pas. Je viens d'essayer. Voilà, rétablir le son. Voilà, ça y est, voilà, c'est établi. Voilà. Oui. Voilà. Vous m'entendez? Oui, Henri. Oui, mais écoutez, je suis entré au milieu de la conférence, donc j'ai pas entendu le début, mais la fin, effectivement, j'étais très intéressé par les argumentations concernant notamment la perte de vitesse des relations qu'on a une fois qu'on sort du milieu d'activité courante et qu'on est dans la vie retraitée. Effectivement, on perd beaucoup de liens, mais la plupart de ces liens, c'est parce qu'en fait, ils étaient liés à la profession qu'on avait. Donc ça, c'est un peu normal. Et en fait, qui sont des liens plus superficiels en général. Oui, c'est ça. Mais on s'en rend compte seulement après, parce que je me suis rendu compte que parmi les liens que j'ai perdus, je croyais que c'était des amis très, très forts, et en fait, finalement, je les ai très vite perdus, et j'ai vu que c'était effectivement plus superficiel. Par contre, le renforcement avec les liens qu'on retrouve après, ça, c'est vrai qu'on a envie que ce soit très fort et réciproque, évidemment. Et Bien donc, sûr. mais ça, c'est pas très facile à trouver et à faire, évidemment. Oui, mais c'est là que on a, quand on est en dehors de son milieu professionnel, et d'autant plus quand on change de milieu géographique, on se retrouve un petit peu dans un désert et refaire le lien, c'est extrêmement difficile. Enfin, c'est pas impossible. Et seulement, c'est vrai ce que vous dites, on y trouve une énorme satisfaction quand on parvient à retrouver des nouveaux liens. Ça, c'est vrai. Ouais. Donc, cette façon, vous avez expliqué en disant on perd en quantité, mais on gagne en qualité. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'être d'accord avec moi, donc je rigole, hein, bien sûr. Mais pour rebondir sur ce que vous dites, parce que c'est naturellement un témoignage tout à fait concordant et intéressant, c'est que effectivement, on ne cherche plus à la superficialité des liens, quoi. Et donc, je dis aux étudiants, quand je donne cours dans un amphi, ils sont 300 étudiants dans l'amphi, ils ont l'air un peu comme la masse, ils sont en cohésion, et dire, bah, après vos études, globalement, si vous gardez une relation à long terme dans les gens qui sont autour de vous dans l'amphi, ce sera une exception plutôt que la règle.
Ça montre le côté superficiel et circonstanciel du lien, et le milieu professionnel génère du lien circonstanciel. Je suis prof d'UNIF, quand je vais prendre ma retraite, je sais que je vais être oublié, mais extrêmement rapidement par mes anciens collaborateurs, anciens collègues et autres. Et ça fait partie des choses dont il faut et dont je suis déjà conscient maintenant. Mais par contre, effectivement, on va, une fois qu'on passe à cette transition, chercher du rapport de proximité. Et en général, ce rapport de proximité, c'est le lien familial quand on a des enfants et petits-enfants ou autres. Et sinon, c'est du rapport amical de proximité, c'est-à-dire qu'on veut une relation qui n'est pas juste de se voir une fois toutes les lunes, mais qui est de se voir échanger régulièrement et avec un moteur. Et le moteur, en général, c'est un intérêt commun par rapport à un sport, une activité de loisir, ou que sais-je encore, du bénévolat, et on a un intérêt commun dans un bénévolat, et c'est ça qui va créer le ciment d'une relation plus de proximité, et donc qui va souder une relation. Oui, oui. Enfin, moi je trouve que ce que j'ai entendu, enfin la deuxième moitié probablement, ça m'a extrêmement bien intéressé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.